on va enregistrer. J'aimerais aussi remercier l'organisation Fraternidad Internacional, qui est l'un des points focaux de Sphère. Donc, c'est le point focal de Sphère au Portugal et en Brésil. Et c'est cette organisation qui va animer ce webinaire, notamment Ashmana Cardoso, qui sera notre présentatrice. Donc, merci Ashmana. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Euh, je, je suis Hermana, comme Félicie a dit. Je fais partie de Fraternité, Missions humanitaires internationales, avec Ricardo et frère Noé qui sont aussi ici. Euh, je suis présentement au Brésil. Je suis brésilienne aussi. Et nous sommes très contents en fait de pouvoir partager aussi en français ce webinaire qui est le troisième de cette série de webinaires avec Sphère sur le sujet essentiel et fondamentaux du manuel Sphère, surtout sur la dignité. Et juste avant de commencer avec le sujet même, je voulais vous inviter à laisser vos caméras ouvertes. Si vous voulez bien interagir dans le chat aussi, nous vous invitons. Euh, Nous avons quelques personnes ici de Sphère et aussi de Fraternité qui pourront aussi collaborer au chat pour répondre aux questions. Je vous invite également à interagir à partir des réactions de Zoom si vous en avez besoin. Et je commence par partager avec vous l'écran. Bon, comme Félicie a bien dit, euh, c'est un atelier qui s'appelle Découvrir Sphère, priorité à la dignité toujours. Atelier d'introduction au manuel Sphère. Tout d'abord, je vous dis, nous avons pris le temps de bien lire le formulaire que tout le monde a pu répondre. Et nous avons remarqué que le groupe est bien hétérogène. Nous avons pas mal de personnes qui ont déjà connaissance dans le manuel Sphère, mais aussi nous avons d'autres personnes qui n'en ont pas. Donc, on va faire un petit panorama sur ce sujet et on va avoir le temps d'interagir un peu entre les groupes. Juste pour vous présenter aussi, nous avons déjà eu le webinaire en portugais, en anglais et en arabe. Celui-ci, c'est le quatrième, pardon, j'ai dit troisième tout à l'heure. C'est le quatrième en français. Et nous aurons encore le webinaire en espagnol en décembre de cette même année. Et pour commencer, euh, nous allons imaginer un contexte. Je vous présente un pays. Ce pays-ci, il s'appelle l'Istanbul. Et vous vivez dans ce pays-là. Et certains d'entre vous sont nés dans ce pays et d'autres sont venus pour s'installer pour des raisons professionnelles. C'est un pays côtier, vous pouvez bien le voir. La capitale, elle est marquée ici. Et c'est un pays en pleine croissance économique. Pour cela, il a toujours eu des taux élevés d'immigration. Et c'est un pays qui accueille très bien les migrants, les personnes réfugiées même, parce que c'est un pays très ouvert. Ce pays, il fait frontière, il a seulement une frontière avec le pays voisin qui s'appelle Augsbourg. Euh, et ce pays-là, Augsbourg, il n'accueille pas très bien, il n'absorbe pas très bien les migrants. Mais quelque chose s'est passé. Et la semaine dernière,
l'Istanbul a vécu un changement climatique très sévère qui a porté des pluies très fortes et très longues aussi. Donc, le niveau de la mer a monté d'environ 5 mètres et une grande partie du pays, y inclus la capitale, a été inondée. La moitié de la population a été touchée et a dû quitter rapidement ses maisons. Après quelques jours, le niveau de l'eau a commencé à baisser, mais beaucoup de personnes n'ont pas pu retourner chez elles. Alors, cela a déclenché un important mouvement migratoire vers les régions non inondées du pays et vers le pays voisin, que nous savons déjà n'accueille pas très bien les migrants. Donc, les gens emportaient tout ce qu'ils pouvaient ou qu'ils avaient réussi à sauver avant l'inondation. Par exemple, des documents, leur téléphone portable. Vous pouvez bien voir qu'ils portent un téléphone avec quelque chose pour empêcher l'eau de rentrer. Aussi, quelques sacs avec des vêtements, parfois un peu de nourriture, des bouteilles d'eau aussi. Mais pas beaucoup de choses, énormément de choses. Et une réflexion. Où est-ce que ces personnes vont-elles aller? Alors, j'invite Ricardo à partager dans le chat quelques points de réflexion parce que je vous demande, que feriez-vous si vous étiez dans cette ville en ce moment? Comme je vous ai dit, vous tous, vous habitez dans cette ville, non, pardon, dans ce pays. Vous habitez tous dans ce pays, à l'Istanbul. Alors, je vous invite à partager dans le chat, que feriez-vous si vous étiez là à ce moment-là? Vous pouvez voir une liste de possibilités. Vous pouvez en avoir d'autres aussi. Je vous invite à partager le numéro ou, si vous voulez, d'autres commentaires. Que feriez-vous à ce moment-là? Si vous regardez dans le chat, nous avons déjà quelques messages là-bas, merci, quelques alternatives, disons. Peut-être une personne qui vit dans une situation pareille peut penser, je dois trouver un endroit sûr où je suis humanitaire, je dois suivre mon travail, je dois préparer de la nourriture pour distribuer aux personnes les plus vulnérables, je dois aussi protéger ma famille, je dois aider les gens à se diriger vers un endroit plus sûr, un abri temporaire, me porter volontaire auprès des personnes les plus touchées ou vulnérables. Demander de l'aide des organisations mondiales humanitaires d'urgence pour intervenir et avoir accès chez les voisins, oui, parce qu'on sait que les voisins ne sont pas très faciles. Très bien.
Qu'est-ce que on réfléchit ici? Il n'y a pas une réponse correcte, n'est-ce pas? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs contextes dans la même situation. Très bien. Alors, on suit avec ce contexte-là spécifiquement et je vous dis, ces personnes-là sont arrivées à un lieu qui n'était pas inondé et on peut regarder cette image pour ce contexte-là qui représente les personnes qui arrivent en cherchant un endroit sûr. Je vous laisse quelques minutes pour bien regarder l'image. Ici, on suit la réflexion. La plupart du temps, il n'y a pas de lieu d'accueil organisé au début d'une crise et les gens peuvent se rassembler dans un endroit où ils se sentent plus en sécurité. Dans ce cas-là, un endroit qui n'est pas inondé. Et ils doivent subvenir à leurs besoins fondamentaux pour survivre. Et parfois, les personnes, elles ont des besoins spécifiques aussi. Si c'est un enfant, si c'est une femme enceinte, si c'est une personne avec une difficulté physique. Et je vous invite encore à réfléchir et à imaginer à propos de ce sujet. Si vous réfléchissez à propos de cette image, à cette image-là et aussi aux images précédentes, que, en tant qu'humanitaire, que feriez-vous dans cette situation? La situation-là que vous voyez. Vous avez plusieurs personnes dans un lieu qui d'abord n'était pas organisé ou préparé pour recevoir les personnes, comme sur l'image que nous voyons. Et par où commenceriez-vous le travail? Quelle serait la priorité pour vous en tant qu'organisation humanitaire, dans une situation pareille? Je vous invite à réfléchir un peu et aussi à partager dans le chat quelques opinions. Euh, Vous pouvez aussi imaginer que vous avez de l'infrastructure nécessaire. Parce que nous savons, des fois, le plus difficile pour réussir une réponse, ce n'est pas nécessairement le personnel, les, des personnes qui ont des connaissances spécifiques, mais peut-être aussi des ressources financières, des financements. Mais pour ce cas-là, pour cette activité, vous allez imaginer que vous disposez de l'infrastructure nécessaire et aussi, vous bénéficiez d'un financement et d'une équipe qualifiée. Alors, par où commenceriez-vous? Quelle serait la première action de votre organisation humanitaire dans un contexte pareil? Je vous invite à interagir dans le chat aussi, de partager quelques idées.
Très bien. Nous avons eu pas mal de réponses. Et maintenant, on va imaginer que vous avez tous réalisé tout ce que vous avez dit. Donc, vous avez, je recommence ici. Vous avez réalisé une évaluation rapide. Vous avez regroupé les personnes. Vous avez aussi relevé les personnes, les enfants, les femmes, les personnes malades. Vous avez travaillé avec de l'eau, l'assainissement. Euh, vous avez pris soin des personnes à besoins spécifiques. Vous avez apporté de la nourriture sèche, très bien. Euh, les enquêtes sur les besoins des gens, les plus vulnérables, les handicaps. Euh, évaluer les besoins pressants. D'accord, vous avez fait tout ça. Organisation de l'espace aussi, trouver un abri. Ah, vous avez aussi identifié les personnes ressources pour aider les personnes vulnérables, les personnes parmi eux. Très bien. Alors, on imagine que vous avez réalisé tout cela. Je vous demande, est-ce que la situation de cette population a-t-elle été résolue après toutes ces interventions-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si vous avez suivi aussi dans le chat. Combien de personnes ont-elles agi, parmi vous, je dis, ont-elles agi dans le domaine de, pour utiliser un mot que vous avez utilisé, dans le domaine d'évaluation? Alors, ce ne serait pas combien de personnes, ce serait combien d'organisations parmi vous ont mentionné l'évaluation. Alors, combien de personnes des organisations humanitaires parmi vous on dit regrouper les personnes, on dit apporter de l'eau, de la nourriture, euh, des soins de santé. Est-ce que toutes ces actions ont-elles été coordonnées parmi vous? Ce sont des réflexions, d'accord? Alors, est-ce que il y a une personne qui a parlé du protocole contre l'exploitation et l'abus sexuel, d'accord? C'est très bien aussi. Est-ce que tout le monde parmi vous, vous avez bien discuté à propos de l'abri avant de chercher, de chercher cet abri-là? Est-ce qu'on a parlé aux gens pour bien vérifier leurs besoins réels? Et combien de personnes d'organisation seraient prêtes à organiser cet abri, à coordonner? Est-ce que toutes ces actions-là, vraiment, elles ont été coordonnées? Voilà. Jusque-là, bon, vous ne saviez pas non plus, non, n'est-ce pas? Nous sommes tous en ligne, on ne se voit pas exactement directement, mais jusque-là, il n'y avait pas de coordination. Très bien. Alors, il faudrait mettre en place l'équipe de coordination, exactement. Il faudrait agir avec la collaboration aussi des leaders de cette population et du gouvernement aussi. Exactement. Alors, on continue la réflexion et vous savez bien, dans un contexte différent, en 1994, c'est un peu ça que s'est passé, que s'est produit au Rwanda. Dans un contexte de guerre civile entre les Tutsis et les Hutus, on estime que les pertes de vie humaines et l'impact négatif ont été plus importants après l'intervention du secteur humanitaire et du social qu'avant, qu'avant leur arrivée dans le scénario. Et pourquoi cela? Comment on peut comprendre ce qui s'est passé? Exactement la réflexion que nous avons eue tout à l'heure. En raison d'un manque de coordination entre les organisations qui étaient présentes, donc il y a coordination des actions. Aussi, s'il n'y a pas de coordination d'action, nous pourrons avoir des duplications d'actions aussi. Alors, plusieurs organisations vont traiter de l'eau, de la nourriture, etc. Et aussi,
une non-complémentarité des actions. Peut-être que moi, je vais faire cette évaluation, moi, je dis, mon organisation va faire cette évaluation de les personnes les plus vulnérables et écrire des protocoles contre des abus sexuels, par exemple. Mais après, je n'aurai pas une autre organisation qui va traiter les personnes qui ont été déjà touchées par cette situation-là. Et les personnes ne vont pas avoir une séquence dans, pour les aider. Et voilà. Les véritables, il y a une personne qui a dit ça aussi récemment dans le chat, les véritables protagonistes d'une crise humanitaire sont les personnes touchées par la crise et non les acteurs impliqués dans la réponse. Ce sont ces personnes-là qui nous diront quels sont leurs besoins réels. Alors, ce n'est pas moi en tant qu'organisation qui va dire, moi, je travaille avec Wash. Alors, je vais apporter à ces personnes-là, je vais fabriquer dans cet endroit-là des latrines pour qu'elles puissent avoir un espace un peu plus digne pour leurs nécessités, leurs besoins. Mais est-ce que j'ai demandé aux personnes de quoi est-ce qu'elles voudraient, de quoi est-ce qu'elles auraient vraiment besoin? Non, je ne peux pas arriver sans parler aux personnes, n'est-ce pas? D'accord. Alors, qu'est-ce que ça Sphère? Le projet, il a été créé en 1997 par des ONG et par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Après cette situation dont nous avons parlé au Rwanda, et l'objectif, c'était d'améliorer la qualité des interventions humanitaires et la redevabilité de leurs actions. Parce que si on parle, ce sont les personnes qui vont nous dire quels sont leurs besoins réels, leurs besoins concrets. Moi aussi, je dois avoir cette notion de redevabilité parce que si je fais quelque chose, comme c'est écrit ici, ce n'est pas pour moi, pour mon organisation. Si je réalise une intervention, c'est pour travailler avec et pas exactement pour les personnes affectées. Donc, nous avons eu après cela quelques éditions, la plus récente 2018 et la nouvelle édition, elle est encore en train enfin, elle est déjà, pas encore, elle est déjà en train d'être un sujet sur la table. Des organisations sont faites pour qu'elles sortent dans les années suivantes. Et dans ce mouvement-là, une charte humanitaire a été élaborée avec des normes humanitaires à appliquer dans les interventions humanitaires. Et le manuel, il est vu comme un instrument de référence fondamental pour les ONG, qu'elles soient nationales, internationales, pour des bénévoles, pour les agences des Nations Unies, pour des gouvernements qui s'intéressent aussi, pour des donateurs, pour le secteur privé, enfin pour tout le monde qui s'intéresse à une réponse euh, qui est déjà fondée sur des droits internationaux, droits humains, droits des réfugiés et qui vise garantir, qui vise assurer un niveau minimum de qualité de vie et de dignité. Donc, ISFER, c'est une communauté mondiale qui œuvre à l'amélioration de la qualité de la réponse de l'aide humanitaire. Jusqu'ici, c'était pour vous présenter un peu. J'arrête rapidement le partage parce que j'aimerais aussi voir vos visages. Je vous invite, parce que maintenant je regarde à nouveau, je vous invite encore à rallumer vos caméras pour que je puisse voir aussi vos réactions. Merci beaucoup. Et jusqu'ici, c'était pour apporter un peu le contexte.
de quoi est-ce qu'on parle et pourquoi est-ce qu'on parle de cela. Vous avez bien remarqué avec interaction dans le chat de quoi est-ce qu'on parle et si on ne coordonne pas nos actions, on ne pourra pas combler, je veux dire, notre objectif en tant qu'organisation humanitaire ou en tant qu'agent social aussi peut-être, mais de répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables. Je vous demande pardon parce que j'ai oublié, Félicie a bien fait dans le chat, merci, mais j'ai oublié de vous demander, s'il vous plaît, vous pouvez vous présenter aussi dans le chat. Et on n'aurait pas assez de temps d'ouvrir le microphone de tout le monde pour se présenter, mais je vous demande pour ceux qui n'ont pas encore fait, de vous présenter. Qui êtes-vous, de quel pays et de quelle organisation vous venez? D'accord? Bon, si vous pouvez bien, vous pouvez maintenir vos caméras ouvertes. Je vais continuer avec le partage de l'écran. Et quand on parle de Isphère n'est pas seul. Je ne sais pas si vous étiez tous au courant. euh, il y a quelque chose qui s'appelle le partenariat pour les standards humanitaires ou en anglais HSP. Ce sont d'autres livres, d'autres manuels qui vont aborder, pardon, d'autres normes par rapport à d'autres sujets encore dans des situations humanitaires, des crises d'urgence, comme le levage, le relèvement économique, l'éducation, la protection des enfants, le marché, l'inclusion des personnes handicapées, euh, la gestion de camps et aussi le moyen de subsistance agricole. Notre objectif n'est pas d'approfondir ces normes-là, car elles peuvent être abordées dans d'autres sessions consacrées aux normes HSP pour le partenariat des normes humanitaires. Mais c'est juste de vous présenter, de vous dire, le manuel Sphère ne prétend pas combler tous les points, tous les sujets dans un contexte de crise. C'est un manuel qui aborde des sujets, on va approfondir un peu sur les structures, et spécifiques, parce que aussi il y en a d'autres qui viennent pour compléter le contexte. D'accord? Et quand on parle de sphère, il existe le manuel sphère que nous connaissons presque tous, maintenant tous, et il y a aussi un guide, Utiliser les standards sphères au milieu urbain, qui a été écrit pour apporter plus d'informations spécifiques dans un contexte urbain parce que, par exemple, jusqu'en 2050, on estime, en général, dans le monde, non, qu'on aurait, pardon, 70 personnes de la population vivant dans les grandes villes. Alors, bien sûr, nous devons nous spécifier un peu plus, ou élaborer, étudier et travailler un peu plus sur ce sujet, comment recevoir, comment accueillir les personnes dans des milieux urbains. Si on revient à cette photo-là, par exemple, ça ne me semble pas un milieu urbain. Mais je vous ai dit, je suis au nord du Brésil. Ici, on travaille dans une réponse humanitaire exactement et extrêmement en milieu urbain. Toutes les personnes qui sont venues comme réfugiés, comme migrants, nous avons eu plusieurs personnes venues du Venezuela depuis 2016. Et les personnes ne se sont pas installées dans des milieux ruraux. C'est ici, dans la ville même, qu'elles sont. Et il y en a plusieurs situations comme cela. Alors, pourquoi, à partir de tout cela que nous avons déjà dit, pourquoi est-ce que nous avons besoin des normes humanitaires? Nous avons déjà dit que pour assurer une bonne réponse, c'est même marqué ici.
Nous devons améliorer la qualité des interventions. Donc, nous avons besoin des normes humanitaires pour essayer de garantir la qualité de la réponse. Aussi, nous en avons parlé, la redevabilité. Je dois raconter au donateur qu'est-ce que je fais avec le financement. Mais aussi, je dois parler aux gens qu'est-ce que nous, en tant qu'organisation, on fait sur le terrain. On doit aussi organiser des actions inclusives. Quelques-uns parmi vous, vous avez parlé de ça dans le chat. On doit écouter la population. Et aussi, nous en avons parlé, les actions coordonnées. Donc, pour la qualité, ce sont des actions efficientes, effectives et appropriées pour essayer d'apporter un minimum de dignité dans la situation. La redevabilité. On doit travailler avec transparence, pas seulement face aux donateurs, mais aussi face aux populations touchées, à la population touchée. Les actions inclusives. Les personnes affectées, elles sont engagées et incluses dans les décisions qui les concernent. On a parlé un peu de ça aussi, non? Je ne peux pas décider moi-même que je veux construire une latrine ici parce que je dois leur demander de quoi est-ce qu'ils ont besoin. Et on doit dialoguer avec les autres institutions. On doit dialoguer avec la population. On doit dialoguer avec le gouvernement pour essayer d'assurer cette complémentarité parmi les actions. Vous voyez encore euh, la couverture du manuel Sphère. Et avant d'approfondir, vous voyez déjà, juste en regardant l'image, c'est marqué ici. Le manuel il contient la charte humanitaire, les standards minimums de l'intervention humanitaire. Ce sont des symboles que nous pouvons aussi imaginer ici. Et si on regarde les symboles que nous avons sur la couverture, je peux imaginer quelque chose lié à la santé, nourriture, hygiène, abri. Et c'est exactement ça de quoi on va parler. Le manuel, il est composé sur des chapitres avec des chapitres interdépendants, des chapitres essentiels et des chapitres techniques. Qu'est-ce que sont les chapitres essentiels? Ce sont des chapitres plutôt qui apportent des principes et des fondations. Donc, ça, il y a dedans 4 chapitres. Qu'est-ce que veut se faire? La charte humanitaire, les principes de protection et la norme humanitaire fondamentale, ou le CHS en anglais, que nous pouvons bien voir aussi euh, dans cette structure présente dans le manuel. En plus, nous avons 4 autres chapitres techniques qui vont nous apporter des notions, des informations, de mesures, de moyens, des indicateurs en 4 sujets spécifiques: WASH, approvisionnement en eau, assainissement et promotion de l'hygiène, sécurité alimentaire et nutrition, abri et habitat et santé. Et voilà encore les structures du manuel qui présentent les 4 chapitres techniques avec des standards pour chaque chapitre, pour chaque point technique. Encore, dans le manuel, nous avons quelques annexes qui sont aussi très importantes, qui apportent des fondements juridiques, éthiques, euh, qui sont la base du manuel. Si vous en voulez, vous pouvez acheter, vous pouvez aussi télécharger le manuel Sphère. Voilà le lien, le QR code, mais aussi, Tristan a déjà partagé dans le chat le Sphère au milieu du bas et aussi le manuel Sphère.
Et avant de suivre, on doit aussi bien remarquer ce que le manuel n'est pas et ce que le manuel ne fait pas. Parce que c'est très bien, on parle de plusieurs choses, mais il y a une chose que le manuel, ou quelque chose que le manuel ne peut pas remplacer. Par exemple, le manuel, il ne peut pas remplacer le contexte. Moi, je suis une organisation humanitaire qui travaille sur terrain. Je suis une organisation humanitaire locale qui travaille sur le terrain il y a déjà 20 ans. Le manuel ne va pas me dire quels seront mes défis culturels, par exemple, ou environnementaux dans la situation où je vis, où je travaille. Donc, je dois aussi adapter ou contextualiser toutes les informations, tous les standards qui sont décrits dans le manuel, dans le contexte où je vis. Aussi la créativité. Nous, les êtres humains, nous sommes très créatifs, non? Normalement. Donc, la créativité dans l'utilisation de ressources et de l'expérience de chaque acteur, ça, là, on ne peut pas remplacer. C'est une complémentarité au manuel. Et aussi la relation avec la communauté. Si je travaille, et ici, je peux parler aussi du contexte où je suis. On travaille ici surtout avec les peuples autochtones, les indigènes, on dit. Mais je pense que les peuples autochtones, c'est mieux en français, n'est-ce pas? Euh, et nous travaillons avec plus de 23 peuples différents. Donc, chaque peuple brésilien et vénézuélien. Chaque peuple a sa propre culture, ses habitudes. La façon de manger, c'est plus ou moins la même. C'est aussi très basé sur le poisson. Mais même la religion, la culture, artisanat, commerce, il y a plusieurs choses différentes. Donc, la relation avec la communauté, le lien de crédibilité avec les personnes, ça, c'est une chose que l'agent humanitaire, il va devoir développer. Ce n'est pas au manuel de le faire. Donc, le manuel ne présente de directives et pas exactement des méthodes à suivre. C'est le quoi faire et pas comment le faire. Parce que le comment, je vais devoir adapter selon le contexte où je suis. D'accord? Et bon, comme le nom de l'atelier indique déjà, je reviens vite fait, on parle de sphère sur le point de vue de la dignité, la priorité à la dignité. Donc, nous allons nous concentrer davantage sur ces aspects essentiels du manuel. Nous avons vu écrit ici les chapitres essentiels, plutôt que sur les chapitres techniques pour ce moment-là de discussion. Et on va commencer à approfondir un peu sur la charte humanitaire, justement. Je peux dire que la charte humanitaire est la base de l'engagement des agences humanitaires qui adhèrent au mouvement AISPHER. Et aussi, c'est une invitation à adopter les mêmes principes adressés à tous ceux qui s'engagent dans l'action humanitaire. Donc, la charte humanitaire, elle explique la conviction commune parmi toutes les agences humanitaires qui s'engagent à AISPHER et les personnes touchées, qui dit que les personnes touchées par une catastrophe ou un conflit ont le droit de bénéficier d'une protection et d'une aide leur garantissant les conditions de base d'une vie digne. Donc, la charte humanitaire, elle résume
J'ai parlé tout à l'heure que tout ce qui présente sphère, et sphère et aussi les autres manuels non, qui font partie du partenariat de standard minimum, euh, ils sont basés sur des droits internationaux, sur des droits de l'homme, sur les droits des réfugiés. La charte humanitaire, elle résume un peu cette notion de l'impératif humanitaire dans trois droits spécifiques. Le droit de vivre dans la dignité, le droit de recevoir une aide humanitaire et les droits à la protection et à la sécurité. Est-ce que, je vous invite encore à partager dans le chat, est-ce que, merci Tristan, vous avez aussi le lien pour la charte humanitaire dans le chat. Est-ce que vous pourriez écrire dans le chat un exemple d'action qui vise à assurer le droit de recevoir une aide humanitaire? Je vous invite à écrire, à partager en quelques moments. Un exemple d'une action que vous avez déjà vécue dans votre organisation, que vous avez déjà entendu parler, ou même que vous pouvez inventer maintenant, mais un exemple d'une action qui euh, essaie de garantir, de assurer le droit à recevoir une aide humanitaire. Ça peut être quelque chose de très simple, pas exactement très élaboré. Quand on a parlé même, voilà, les inondations ayant entraîné la perte de tous les biens et abris d'une ville, exactement. Le déplacement des populations sur une incursion des bandits armés, exactement. Là encore, en fait, c'est très ample, non? Évacuer les gens face à une inondation. Pas de couloir humanitaire, exactement. Les cas de conflits armés, exactement. Alors, là, le droit de recevoir une aide humanitaire, on peut encadrer dans plusieurs exemples, vous voyez, n'est-ce pas? Tout le monde qui est soit en péril, soit en vulnérabilité a ce droit-là de recevoir une aide humanitaire. Assistance en abri, catastrophe humanitaire. Très bien. Et est-ce que pourriez-vous nous donner aussi, nous partager un exemple d'action qui vise à garantir le droit à la protection et à la sécurité? Je pense que dans l'exemple précédent, vous avez déjà partagé aussi quelques situations qui comblent ce droit-là. Quand vous parlez des conflits armés, de, de couloirs humanitaires, même quand on parle de évacuer les gens face à une inondation. C'est pour garantir le droit à la protection aussi, non? On peut dire. Les déplacés de guerre, les enfants dans un conflit armé, par exemple. Très bien. Et là, je vous demande, qu'est-ce que c'est la dignité pour vous? Ne pas distribuer du cash, très bien. Alors, je ne veux pas vous demander un exemple d'action qui vise à garantir, assurer le droit de vivre dans la dignité, mais je vous demande, qu'est-ce que c'est la dignité pour vous?
Je peux dire que dignité, c'est trouver un abri sûr et s'assurer la présence de la police. Oui, aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La dignité est souvent considérée comme le fondement de tous les autres droits. Exactement. C'est la plus haute valeur humaine. Mhm, très bien. C'est être traité avec du respect. Très bien. Le respect de la personne humaine, considéré comme un tout être humain. Exactement. Le fait d'être assuré de sa survie, très bien. Recevoir de l'aide. Quel désir de respect. Diminuer ou de se sentir, ne se sont pas diminués ou se sentir bafoués, d'accord. Agir pour toutes les personnes dans le respect, d'accord. L'intégralité de la personne, les besoins, le respect, très bien. Alors, moi, je trouve un peu complexe de définir se sentir dans le respect. Je trouve personnellement, moi, un peu complexe de définir la dignité, non? Parce que c'est très ample, c'est complexe, la définition de la dignité. Si on va dans un dictionnaire, il va dire aussi que la dignité, elle est inhérente à l'être humain, n'est-ce pas? Traiter toutes les personnes, chaque personne comme un être humain. La dignité, elle ne dépend pas du statut de la personne, de ses caractéristiques, de sa religion, de sa condition sociale, de sa condition physique et même de sa condition mentale, n'est-ce pas? Quelqu'un encore dire, elle implique que toutes les personnes méritent d'être traitées avec considération, sans humiliation ni dégradation. Exactement. Alors, je vous invite à à réfléchir encore avec un exemple. Nous sommes toujours dans l'exemple de l'inondation. Et moi, je ne suis pas maintenant un acteur humanitaire. Je suis une personne qui n'a pas été touchée par l'inondation. Et avec ma plus grande bonne volonté, je décide de préparer et d'offrir aux personnes déplacées un repas. Et je vais préparer un repas comme je l'aimerais avoir. Je vais préparer alors une salade, du riz aux carottes, des haricots et aussi du porc. Je prépare bien organisé, chaud, etc. Et je pars à distribuer ça dans une zone qui a reçu plusieurs personnes déplacées. Et alors, si vous goûtez ça, vous pourrez dire que c'est très bon. Mais est-ce que j'ai demandé aux personnes, enfin, j'ai un peu, je suis allée connaître les personnes. Est-ce que je demandais à ces personnes-là qui sont-elles? Est-ce que je me suis demandé s'il y a des juifs, des musulmans parmi ces personnes-là? Ou encore, est-ce que je me suis demandé s'il y a des végétariens? Parce que j'ai mis du porc dedans, non? Et cette situation-là ce serait une réponse qui garantit la dignité? Exactement. Il y a des personnes qui ne mangent pas de porc. Alors, quand on parle de dignité, ce n'est pas exactement pensé dans un sens immédiat de respecter une personne, mais aussi de respecter sa culture, sa religion, n'est-ce pas? Il y a une image, je n'ai pas porté l'image, mais peut-être que plusieurs d'entre vous ont déjà vu cette image. Il y a une queue, une image d'un sphère même, non? Il y a une queue énorme. Il y a une situation de crise, de tremblement de terre.
Et il y a une personne comme une organisation humanitaire qui distribue des vêtements. Et c'est comme des manteaux, mais ce n'est pas exactement un manteau, c'est j'ai oublié le nom en français, mais c'est un vêtement, un costume, c'est pas un costume, c'est un vêtement d'un lapin rose, bien grand, avec des grandes oreilles. Et c'est rose, c'est chaud, d'accord, mais c'est un lapin et c'est rose. Alors, je peux penser, vous avez froid. Si vous ne portez pas ça, vous risquez de mourir parce que le lapin rose, il est bien chaud. Mais est-ce que c'est une réponse digne, ça? Je peux ne pas donner, je peux ne pas offrir aux personnes l'option de choisir. Voilà, Ricardo vient de partager l'image. Pour ceux qui ne la connaissaient pas, merci. Dans le chat. Les personnes, elles ont ce droit de choisir, de pouvoir choisir par elles-mêmes, non? Et aussi de maintenir leur habitude, leur culture. Et ça, c'est le point le plus important. Bon, on suit avec les trois droits. Si on a, si on les analyse ensemble, l'intersection des trois droits, de là, on va voir le devoir humanitaire. Parce que, vous avez bien dit aussi dans le chat, la dignité aussi, c'est la constitution des deux droits ensemble. Enfin, et aussi, quand on parle de l'aide humanitaire, euh, je vais parler aussi de la protection, de la sécurité. Donc, de là, je vais relever le devoir humanitaire. Donc, si je suis humanitaire, c'est mon devoir essayer de remplir tout ça dans les actions que je vais mener. Bon, euh, on a aussi un autre outil, c'est la norme humanitaire essentielle. Peut-être que plusieurs d'entre vous le connaissez déjà, vous connaissez aussi. Ici, il y a un QR code pour avoir accès à ce manuel-là. Et il fait partie des chapitres essentiels que nous avons vus de Sphère, mais aussi il y a notre livret, un bouclet à part. Et je vous conseille de le télécharger pour le lire aussi. C'est très utile dans nos actions, comme réflexion, etc. Il a été mis à jour en 2024. Il a été mis à jour ouais, en 2024. Donc, il a un nouveau format. Peut-être que vous avez déjà vu, et encore dans le manuel de 2018, nous avons l'autre version qui était en vert. Et nous n'allons pas approfondir sur ce sujet-là, parce que sinon on aurait besoin d'encore 1 heure et demie juste pour en parler. Mais le fondamental ici, c'est encore que les personnes affectées, elles sont au milieu de nos actions. Par exemple, je peux dire, enfin, au milieu de nos actions. Mais c'est juste pour dire que je ne peux pas planifier une action sans parler aux personnes. Je ne peux pas faire quoi que ce soit sans aller parler aux personnes. Et puis après, vous pouvez bien lire, si vous téléchargez le livret, tous les engagements que nous avons ici. Il y en a 9. Et pour chaque engagement, nous avons encore quelques exigences à accomplir qui fonctionnent comme des exemples pour essayer d'assurer l'engagement là. D'accord? Et les mots les plus importants de tout cela qu'on vient de dire, c'est assurer la qualité de nos réponses et avoir le devoir de la redevabilité face aux personnes affectées, face aux personnes avec qui je travaille, face aux donateurs. D'accord? Vous avez encore tous les liens dont on vient de parler dans le chat. Et maintenant, je vous invite à participer à
une activité en petits groupes, dans de petits groupes. Nous allons séparer le groupe. Nous sommes combien de personnes? Nous sommes un peu moins de 40 personnes maintenant. Donc, nous allons partager les groupes dans de petits groupes. Et dans chaque petit groupe, vous allez discuter sur cette situation-là. La situation est, imaginez que vous êtes responsable d'un bâtiment où se trouvent 60 personnes sans abri à cause des inondations, d'incendies, d'un tremblement de terre ou d'une sécheresse. Et vous devrez faire face à cette situation pendant 120 jours. Pour ce contexte-là, vous avez le soutien du gouvernement local et aussi d'autres organisations qui ont fourni de la nourriture et des kits d'hygiène et de matelas. Donc, vous n'êtes pas seul. Vous avez pas mal d'outils pour travailler, pour aider ces personnes qui sont là. Ce sont des 70 personnes. Et dans les petits groupes, vous allez bien discuter. Comment comptez-vous assurer la dignité des personnes qui sont dans cet espace avec vous, conformément aux devoirs humanitaires? Tout ça, là, dont on a parlé, c'est le devoir humanitaire. D'accord? Alors, comment comptez-vous assurer la dignité de ces personnes? Et comment inclure ces personnes dans la réponse? Parce que, à nouveau, vous ne le faites pas pour les personnes, vous le faites avec les personnes. Le texte, les informations sont déjà dans le chat aussi pour que vous puissiez relire encore. Et nous aurons quelques personnes de l'équipe de Sphère ou de Fraternité qui vont pouvoir aussi vous accompagner dans le chat, pardon, dans les petits groupes pour assurer que vous avez bien compris et pour bien partager le sujet, d'accord? Et l'objectif, c'est qu'à la fin, nous puissions discuter un peu plus tous ensemble encore sur le sujet-là, sur les points, les difficultés et les possibilités que vous avez trouvées. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a des questions ou on peut partir pour les petits groupes? Ah, pardon, j'ai oublié de dire, vous aurez plus ou moins 20 minutes. OK? Bon, Tristan, je pense qu'on peut partir. Merci. Ça a coupé. Ah, On est revenu en plein air. Je pense que tout le monde est bien maintenant. Bon, je vous invite à pouvoir partager un peu rapidement les groupes qui en ont envie. Mais nous avons eu combien de groupes à la fin? C'était 5? Je sais pas, c'était pas 4. How much groups we had, Zunaida? Do you remember? 4, 5, 5. Thank you. How much? No. How many? No. Thank you. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un du groupe numéro 1 qui voudrait partager quelques réflexions, quelques points sur le sujet? Quelqu'un qui serait volontaire pour partager avec Moi, nous? je ne connais pas le numéro de mon groupe, mais je suis volontaire. Parfait, on commence avec vous. N'est-ce pas, Frima Caveira? non, c'est le groupe Francis? 5. Groupe 5. C'est le C'est groupe le groupe 5. 5. C'est bon, on commence par le groupe 5, c'est bon. OK, d'accord. Là, vous Donc, notez, moi, je je suis. suis Roslus, je suis d'Haïti. Et dans mon groupe, il y avait Ricardo qui était avec nous de Fraternidad. Et je n'ai pas noté les autres noms, mais ils se reconnaissent. Et qu'est-ce qu'on avait dit pour prendre soin de ces 60 personnes pendant 120 jours dans ce bâtiment? On avait dit qu'on allait faire une première assemblée générale avec tout le monde et désigner un chef s'il n'y en a pas déjà un. S'il n'y a pas déjà un, il faut désigner un chef pour ce bâtiment, le responsable du groupe.
Ensuite, on va mettre en place un comité de coordination. Et ce comité de coordination sera fait par secteur. On doit avoir un point focal pour chaque secteur. Et puis, tout le travail sera fait à l'intérieur des secteurs. Et on avait vu d'abord WASH parce il faut mettre des toilettes et s'assurer qu'il y a des toilettes géographiquement séparées pour ces personnes-là pendant ces 5 jours. Il faut faire l'enregistrement aussi des personnes, enregistrement de tout le monde dans l'espace et si possible par famille également. Et alors, on allait décider ensemble Merci. aussi C'est comme moi. des règles de Merci. conduite. Des règles de conduite, comment on va vivre ensemble pendant ces 120 jours. Et ces règles de conduite validées par tous, on va les afficher de manière visible par tous. Et puis, on doit avoir un calendrier de réunion et comment on se réunit par secteur. Mais vraiment, tout le travail sera fait à travers les secteurs. On va avoir WASH, nutrition, protection, abri. On a dit aussi que serait intéressant d'avoir un comité de soutien parce que parmi ces gens-là qui viennent de vivre cette catastrophe-là, peut-être qu'il y en a qui ont perdu des proches, qui sont très tristes, qui peuvent rien faire. Donc, un comité de soutien et d'appui psychosocial, un comité pour la protection de l'enfance et un comité de gestion des plaintes. Donc, à l'intérieur de chaque groupe, ils vont faire une évaluation pour les besoins de leur secteur spécifique pour qu'on puisse voir comment on va avancer, comment on va vivre ensemble dans ce bâtiment pendant ces 120 jours. C'est en gros ce qu'on a dit. Merci énormément, Roselus. Est-ce que quelqu'un du groupe numéro 4, alors, voudrait partager quelques idées qui peut-être n'ont pas encore été dites? Oui, Samuel? Oui, je suis du groupe numéro 4. Parfait. On était 5 dans ce groupe. Il y avait Karamoko, il y a Fadoua, il y a Ferdinand Koussi et moi-même plus Christian de Sphère qui nous a accompagnés pendant ce moment. Dans notre groupe, c'est vrai que le groupe numéro 5 a fait ressortir certains éléments que nous, on n'avait pas pu prévoir, mais néanmoins, nous avons parlé de l'évaluation des besoins, de la mise en place d'un comité de coordination de toutes les actions qui seront dans ce lieu. On a parlé aussi de la catégorisation de ces personnes par sexe, par âge, aussi pour nous permettre d'avoir des actions visant chaque personne qui se sente concernée. Et nous avons pensé à la mise en place de comités de plaintes pour permettre de remonter les informations liées à la mise en œuvre des actions que nous allons mettre. Et ces groupes, cette coordination doit se réunir le plus souvent avec ces comités de plaintes pour élever les doléances, avoir des assemblées villageoises pour nous permettre aussi de faire ressortir ce qu'on pouvait améliorer. Voilà, donc c'est de façon résumée ce qui s'était dit, mais j'avais une question, peut-être je peux la poser maintenant pour le groupe numéro 5. Ils ont parlé des règles de conduite qui doivent être affichées. J'espère quand même qu'ils ont fait une évaluation des capacités alphabétiques de ces personnes pour savoir que ce qui est affiché peut être lu. Parce que on s'est rendu compte que souvent dans la mise en place des mécanismes de redevabilité, ne prenant pas en compte les capacités de ces communautés, parfois on met en place des boîtes de suggestions, des textes qu'on met sur des tableaux qui ne sont jamais lus par ces personnes parce que ces personnes ne savent pas lire. Et aussi des moyens que nous mettons en place pour qu'ils se remontent leurs doléances, qui n'est pas à leur portée aussi. Donc, à ce niveau, je voulais m'assurer qu'on s'assure d'abord que ces personnes savent lire et que peut-être que nous sachions aussi qu'ils parlent le même langage que nous. Il ne faut pas qu'on affiche des choses qui ne pourront pas être lues. Merci. Très bien, merci beaucoup. Très bien dit. Pour le groupe 3, est-ce que quelqu'un aimerait partager aussi quelques idées qui peut-être n'ont pas encore été dites?
Oui, pour le groupe 3, je, je peux ajouter quelque chose. Les amis du groupe 5 ont parlé de l'organisation d'une assemblée générale avec tout le monde. Mais de notre côté, on a estimé que pour identifier les besoins spécifiques, il était nécessaire d'organiser des focus group pour femmes, pour hommes et même pour les enfants d'un certain âge. Cela permettrait vraiment de- d'identifier des besoins spécifiques et en prendre compte lors de la programmation de l'aide. Nous avons également dit que il fallait mettre sur base de focus group, mettre un comité qui comprendrait qui sera le plus représentatif possible, c'est-à-dire ne pas laisser une catégorie de côté, tenir compte de toutes les catégories présentes pour constituer un comité. Et le rôle de ce comité serait alors de gérer euh, la vie au sein du groupe, proposer des actions que les acteurs venant de l'extérieur pourraient alors prendre en compte pour les appuyer. Voilà ce que je peux ajouter par rapport aux amis, mais ils ont été plus en détail et c'est très bien. Merci beaucoup. Très bien. Pour le groupe 2, est-ce que quelqu'un veut partager un peu? Peut-être encore ce qui n'a pas encore été dit aussi. Je pense que tout a été bien dit. Nous, on a parlé aussi d'un côté où on peut rassembler les personnes qui ont des problèmes de santé, s'il y a des infections pour limiter la contagiosité. On a parlé aussi sur le contexte à l'extérieur. On ne sait pas parce que c'est un tremblement de terre. Donc, la bâtisse, est-ce qu'elle est vraiment comme sécuritaire avec bien sûr la catastrophe? Et donc, c'est ça. Mes collègues, ils ont parlé pas mal de ce qu'on a vu avec les autres groupes. Donc, c'est ça. Merci énormément. Oui, 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 si je peux ajouter, j'étais du groupe 2. Si je peux oui. ajouter, c'est juste toutes les actions que nous allons mener dans le contexte là. Nous devons respecter les us et coutumes. Nous devons aussi, ces actions-là doivent aussi respecter les croyances des gens. Et voilà. Donc, c'est un aspect, n'est-ce pas? On en a tout parlé dans d'autres groupes, mais ça, c'est un aspect que peut-être les autres groupes n'ont pas touché. Parce que toutes les actions doivent respecter les us et coutumes, mais aussi les croyances déjà qui sont dans ces contextes-là. Très bien, merci beaucoup. Et quelqu'un du groupe numéro 1? Bon. Sinon, je pense que c'est bien dit. Euh, J'ajoute juste une petite autre chose que j'ai écoutée aussi dans le groupe où j'étais. Et c'était une chose que j'avais pas exactement pensé à ça pour cette d'écouter aussi un peu ou de demander un peu aussi sur leur réalité historique. Parce que si on réfléchit bien, et ça c'est bien vrai, dans notre contexte ici aussi, par exemple au nord du Brésil avec ces peuples autochtones, si on ne connaît pas le passé de ces peuples, peut-être que nous allons avoir un peu de difficulté même de comprendre une action, une habitude de maintenant. Et ça, je n'avais pas pensé pendant l'exercice, mais on a vécu ça il y a quelques ans ici, avec un peuple très spécifique qui venait d'une région où il y avait beaucoup d'eau. Donc, les enfants, ils avaient l'habitude de se mettre dans l'eau, etc. Donc, par exemple, du niveau wash, dans cet abri où on était,
on avait l'impression que c'était presque du gaspillage de l'eau. C'était quelque chose pas adapté selon les standards, selon les indicateurs WASH, mais c'était adapté à leur culture. Et si on ne connaissait pas ça, parce qu'on discutait avec eux, on apprenait de leur histoire, leurs habitudes, et ce serait impossible de pouvoir leur offrir cette possibilité d'adaptation. Ça a été très intéressant, ça m'a marqué aussi pendant la discussion. Bon, je vous remercie à tous d'avoir participé. Vous avez aussi un message dans le chat avec un lien du site de la page Internet Sphère, Kaya, page Sphère, pardon, une page du site Kaya où vous pourrez avoir d'autres formations en ligne à propos de Sphère. Je vous partage la dernière diapo avec quelques coordonnées. Si vous avez la page Sphère sur le site aussi, d'accord? Je vous remercie encore d'avoir participé. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réflexions. L'objectif même était de pouvoir partager entre tous cette notion centrée sur la population, sur le dialogue et sur la dignité dans une réponse humanitaire. Et je ne sais pas si l'équipe Sphère va apporter aussi quelques derniers mots. Ok, merci. Juste pour dire merci, et en fait, vous pouvez nous contacter en n'importe quel moment dans tous les sujets. Je mettrai mon adresse email dans le groupe maintenant. Mais si vous avez envie de contacter mes collègues, il faut me contacter pour voir. Spacetennis.org. Voilà. Et j'ai bien envie de dire merci à Ahmana et toute l'équipe Sphère et Fraternité internationale des missions. Et voilà, pour moi, c'est Sophie. Et merci à tout le monde d'être ici et de rester ici. Au Merci à revoir, au tous. revoir. OK. Merci. Merci bien. Merci, tout ça. Merci pour ce partage. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.